Chapitre 1er. Succession. Le siège de Titus Incorporated dominait Manhattan comme un trône de verre et d'acier. À 59 étages au-dessus du tumulte, dans une salle sobre mais impeccablement ordonnée, Titus Anton, 38 ans, venait d'être nommé président-directeur général du groupe. Il avait hérité de ce poste à la mort de son père, Marcus Anton, visionnaire craint et respecté, fondateur de l'empire industriel. La cérémonie d'hommage, grand-messe corporate retransmise en direct, venait tout juste de s'achever. Les caméras s'étaient arrêtées. Les fleurs étaient fanées. Ne restait que le vide du pouvoir et son poids. Titus fixait les grandes baies vitrées, son reflet tremblait sur le verre. Il savait que cette promotion n'était pas une consécration. C'était une épreuve. Il n'était pas seul. Assis à l'autre bout du bureau, les jambes croisées, regard attentif derrière ses lunettes cerclées, se tenait Antiochus Reznik, son conseiller stratégique. D'origine modeste, loyal jusqu'à l'effacement, Antiochus était celui à qui Titus confiait ses silences. Un collaborateur discret, que personne ne craignait, mais que tout le monde consultait. Le conseil est prêt à faire bloc derrière toi, dit Antiochus. À condition qu'il n'y ait pas de turbulence médiatique. Titus comprit ce que cela signifiait. Ce n'était pas une allusion voilée. C'était un avertissement. Quelques heures plus tard, dans un appartement d'angle aux murs crème et aux étagères chargées de livres et de trophées humanitaires, Bérénice Chalim reçut un appel de Titus. Elle n'eut pas besoin d'entendre sa voix trembler pour comprendre. Elle l'aimait depuis 5 ans. Leur relation n'avait jamais été officielle, jamais publique, mais jamais honteuse non plus. Bérénice était la présidente de la Fondation Chalim pour la dignité des femmes réfugiées. Elle était aussi la fille d'un ancien chef d'État moyen-oriental, tombé en disgrâce. Brillante, magnétique, indépendante, elle refusait de n'être qu'un ornement dans la vie d'un homme, même celle de Titus. « On va exiger des choix de ma part », souffla-t-il au téléphone. Des choix d'image. De loyauté. De normalité. Et je ne suis rien de tout cela. Il ne répondit pas. Le silence, long, lourd, était plus cruel que n'importe quel mot. Chapitre 2. La décision. Le lundi matin, à 8 heures précises, Titus entra dans la salle de conférence exécutive. Le mur numérique déroulait silencieusement les flux boursiers, les dépêches économiques, les cours de l'énergie. Autour de la table siégeaient les membres du conseil d'administration de Titus Incorporated. Gens d'expérience, aux regards aiguisés, tous portaient le même masque, celui d'une loyauté conditionnelle. Il s'assit en bout de table. Le président honoraire prit la parole. C'était un ancien diplomate, aujourd'hui lobbyiste de l'ombre. Félicitations, Titus. Ton père t'aurait observé avec une fierté prudente. Sourire figé. Quelques rires étouffés. Titus répondit par un hochement de tête. Il y a, poursuivit le diplomate, une chose que nous devons aborder dès maintenant. Un clic. Sur l'écran apparut une photo volée, floue mais identifiable, Titus et Bérénice, marchant ensemble dans une ruelle de Lisbonne, la main de Bérénice frôlant son bras. Tu comprends, j'espère, les implications. Ce n'est pas personnel. Mais elle est ce qu'on appelle, dans notre jargon, un risque de réputation. Elle est brillante, certes. Mais instable, politiquement clivante. Ses liens familiaux sont un champ de mine. Et elle est étrangère. Chaque mot était une lame. Pas une insulte, mais une mise en demeure. Titus resta immobile. Il avait anticipé cela. Pas aussitôt. Pas aussi frontalement. Vous me demandez de choisir ? Non. On te demande d'être le PDG. C'est incompatible avec une passion privée qui pourrait devenir un problème public. La réunion se termina sans décision formelle. Elle n'en avait pas besoin. L'ordre avait été donné à voix basse. Ce soir-là, Titus retrouva Antiochus dans le bureau d'étage. Les deux hommes restèrent debout, comme dans une salle d'attente invisible. « Tu l'aimes encore » dit Antiochus. Titus ne répondit pas « Tu pourrais résister. » Refuser. Affronter le conseil. Tu pourrais la choisir, elle. Titus le fixa longuement. Dans le regard d'Antiochus, il lut un désir étouffé, une pudeur désespérée. Il comprit que son conseiller ne parlait pas seulement pour lui. Que Antiochus aimait aussi Bérénice, sans jamais l'avoir dit. « Et toi, si tu étais à ma place ?» demanda Titus. « Moi ?
Je ne l'ai jamais eu à perdre. Le lendemain matin, Bérénice reçut un message bref. Pas un appel. Pas une visite. Un simple message. Il est trop tôt pour nous. Ou peut-être trop tard. Pardonne-moi. Elle lut ces mots dans la lumière grise d'un ciel sans promesse. Elle ne pleura pas. Elle s'habilla pour un entretien avec la presse. Elle parla de dignité, de mémoire, de justice. Mais dans son silence entre deux phrases, il y avait un vide que seule une grande absence pouvait creuser. Chapitre 3. La dernière rencontre. 3 jours s'étaient écoulés. Bérénice ne lui avait pas répondu. Elle n'avait pas tenté de le voir, ni de le rappeler. Titus s'était accroché à ce silence comme à une bouée. Il s'était jeté dans le travail, avait validé des fusions, donné des interviews, serré des mains. Tout pour ne pas penser. Mais ce matin-là, elle franchit les portes de Titus INC. Elle portait un tailleur blanc. Sobre, impeccable, presque lumineux. Un agent d'accueil voulut la faire patienter. Elle ne s'arrêta pas. Elle connaissait les lieux. Elle entra dans l'ascenseur sans un mot. Titus était seul dans son bureau quand elle ouvrit la porte. Il se leva, comme par réflexe. « Tu aurais pu me dire les choses en face, dit-elle. » Il baissa les yeux. Il n'était plus le PDG tout-puissant. Il était un homme désarmé. « J'ai eu peur de te voir me détester. » Elle s'approcha. Il ne recula pas. « Tu crois que je suis venu pour te haïr ? Je suis venu parce que tu m'aimais. Et que tu as décidé que cela ne suffisait pas. » Il voulut parler, s'expliquer. Elle leva une main. « Ne me dis pas que tu n'avais pas le choix. Tu avais le choix. Tu as fait celui qu'on attendait de toi. » Il sentit sa gorge se serrer. Chaque mot était une vérité nue. « Tu crois que je vais m'écrouler ?» reprit-elle. « Je ne suis pas venu supplier. Je suis venu te rendre ta liberté. » Elle sortit une clé de son sac, celle de l'appartement qu'il partageait à Rome, autrefois, avant les fonctions, avant les titres. Elle la posa sur le bureau. « Je ne suis pas un risque. Je suis une femme qui t'aimait. Ça ne s'achète pas, et ça ne se remplace pas. » Puis elle sortit, digne, droite, sans un regard en arrière. De l'autre côté de la ville, Antiochus Reznik regardait une interview de Bérénice en différé. Elle parlait de l'avenir des femmes déplacées par la guerre. Sa voix était calme, sa présence magnétique. Il la regardait, non comme un spectateur, mais comme un confident invisible. Il éteignit l'écran. Depuis la veille, il avait rédigé sa lettre de démission. Il ne pouvait plus être le témoin passif de leur renoncement. Il n'avait pas été choisi, ni même considéré. Mais il restait libre de partir. Et cette liberté-là, au moins, il la revendiquait. Dans son bureau, Titus restait seul. Autour de lui, les écrans brillaient. Les courbes montaient. L'action Imperium atteignait un sommet historique. Il venait de réussir. Il venait de tout perdre. Épilogue. 2 absences. 6 mois plus tard, un article parut dans un grand quotidien international. Le titre, Bérénice Chalim, une voix qui pèse, entre diplomatie et engagement. La photo la montrait à Genève, dans une salle de conférence de l'ONU. Elle portait une robe sombre, sans bijoux, le regard tourné vers une délégation qu'on ne voyait pas. Le journaliste parlait de sa nouvelle mission comme envoyé spécial pour les femmes déplacées. Elle avait refusé toute affiliation politique. Elle s'était faite messagère sans bannière. Le nom de Titus n'était mentionné nulle part. Mais entre les lignes, dans la retenue mesurée de ses propos, dans l'élégance avec laquelle elle contournait certaines questions, il y avait le souvenir d'un amour inacceptable, jamais renié. Titus, lui, restait à la tête d'Imperium. Il avait triplé la valeur du groupe. Les actionnaires l'adoraient. Il avait fait la une de Forbes et avait refusé toute entrée en politique, ce que beaucoup voyaient comme un gage d'intégrité. Personne ne savait ce qu'il pensait en regardant certains reportages humanitaires diffusés dans les halls d'aéroports. Personne ne savait s'il regardait même. Mais parfois, un instant. Silencieux. Comme si, quelque part, quelque chose manquait. Non pas une personne, mais une version de lui-même, abandonnée trop tôt.